en Inde, où il est allé en Inde. Alors effectivement, en lisant le Coran, ça fait boum dans ma tête, et je fais le lien avec Georges Dumézil, qui interprète les Védas par rapport à la mythologie grecque. C'est vraiment des vases communicants, tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des choses dans le Coran qui dépassent le niveau de connaissance d'un intellectuel de niveau supérieur à cette époque-là. Alors, moi, je me pose des questions. Je dis, je me poserai toujours des questions, mais je n'irai pas dire que tel ou tel prophète, c'est un menteur, ou un trou du cul, ou je sais pas quoi, non, non, non. Parce que si je dis ça, je m'expose à lire et à la colère de celui qui a respect pour ça et qui me dit « tu veux m'atteindre à travers ce que j'adore, ce que je sacralise ». Donc c'est vraiment un sujet qui est fatigant, qui est énervant et qui est rigolant en même temps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ah, Constante. Moi, je voudrais mettre en relief la liberté d'expression, oui, qui fait vraiment problème dans ces cas-là. Pourrait-on imaginer quelqu'un faire un pas dans le milieu public, même dans les facs, disant Dieu, ça n'existe pas? Pourrait-on dire librement que Dieu n'existe pas aujourd'hui? À mon avis, c'est un problème crucial. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Mais où? On pourrait dire où? Dans le milieu public, même dans le fac, même dans les facs de Vincennes. Pourrait-on dire, oui, pourrait-on... Mais qui pourrait dire on le dit. Déclarer. Oui, moi je... Il faut qu'il y ait des circonstances d'une élocution. Dire à quel propos. Sinon, non. Si, moi, dans l'espace public ou politique, il y a des domaines ou des pays, aux États-Unis d'Amérique, il est vraisemblable qu'un président des États-Unis d'Amérique ne peut pas dire, puisque la Constitution des États-Unis et qui n'a pas été démentie est au nom de Dieu. On invoque Dieu. Dans la Constitution française, issue de la Révolution, Dieu n'est pas invoqué. On ne dit pas qu'il n'existe pas. Au moment de la Révolution, il y a des allusions à l'être suprême, mais enfin, elles ne sont pas obligatoires. Et un président de la République en France, mais il n'a pas besoin de le dire, au fond, ça n'intéresserait, c'est pas requis par les nécessités de son discours. Il ne va pas dire Dieu n'existe pas. Un professeur peut fort bien dire personne ne l'interdit, on peut dire. Oui, c'est-à-dire que ça dépend. Ça dépend tout cela des circonstances et des réquisites de l'énonciation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire comme ça. Si tu vas dans la rue en disant Dieu n'existe pas, tu vaticines, on te considère, on te regarde et on dit bon, parfait. Mais où ça intéresse des gens, ça n'intéresse pas. Mais on peut bien le dire. Tu dis. Peut-on dire Dieu n'existe pas? Tu peux l'écrire, tu peux... Oui, mais moi... Je ne savais pas dire grand-chose, Dieu n'existe pas. À la fois ça veut dire, mais à la fois ça ne veut rien dire. C'est pas tellement nécessaire de dire Dieu n'existe pas. Oui, mais moi je focalise mon propos... Si tu veux dire Dieu n'existe pas, dis-le. Moi je focalise... Ce n'est pas très utile. Je focalise plutôt mon propos sur le niveau
de l'annoncer, sur l'annonciation même. Oui. Parce que je voudrais montrer que la liberté d'expression seule, Oui. sans penser au contexte précis, à un contexte précis, fait problème. La liberté d'expression fait problème. C'est ça que je voulais dire. Un annoncé seul peut provoquer des manifestations et peut aussi provoquer la mort. Oui. Un annoncé peut provoquer la mort. Et ça, c'est terrible. C'est la raison pour laquelle je mets l'accent sur l'annoncé sans rendre compte d'un contexte quelconque. Un annoncé comme tel peut provoquer la mort. Le fait que une œuvre d'expression, mettons, puisqu'il s'agit, personne ne l'a vu, mais enfin, on en a parlé, de ce fameux film que l'on n'a pas vu, qu'on ne sait pas où il est, ni ce qu'il dit, mais qui a provoqué la mort, tu as raison, mais dans certaines circonstances, de la part de certaines, de certaines personnes. Là aussi, ça dépendait du contexte, c'était pas universel, ou des caricatures, ça n'a pas provoqué la mort, ça aurait pu le provoquer. Là, ça a provoqué la mort, parce il y a eu plusieurs morts de part et d'autre, je crois, lors de ces émeutes. Ça a provoqué, mais tu as raison, oui. Donc, tu as raison de résumer sous la forme de dire la liberté d'expression a provoqué la mort, oui, c'est certain. Oui. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes dans un cas où, dans un cadre où, mais Souzy l'a expliqué, a dit parce que s'en prendre d'une façon ou d'une autre aux sentiments religieux de certaines personnes peut les porter à un degré d'exaspération tel que ça provoque la mort. Ça, c'est certain, c'est possible. Et si c'était comme l'amour, oui. La liberté, Oui. C'est une comparaison à tenter. La liberté, Oui. c'est comme l'amour. Oui. Ça peut être à double tranchant, sinon à plusieurs. Oui. Mais alors, si ça tombe dans les fameuses passions tristes, de pratiquer la liberté, de jeter ses cailloux dans le jardin du voisin, par exemple. Je suis libre, moi. Jeter les cailloux par derrière, par-dessus l'épaule. C'est une question classique, mais maintenant, dès qu'on parle de liberté, ça me fait penser par contagion à une parole de Léon Trotsky qui disait « Quand on parle d'honnêteté, je mets la main sur mon porte-monnaie et je le serre très fort. » Parce que c'est... Ah, il y a quelque chose de louche dans l'air. Quand on parle de liberté, c'est qu'elle manque cruellement. Et souvent, ceux qui en parlent, ce sont les agents qui participent à la tuer, à la pourrir. Alors, si l'équipe de Charlie Hebdo, puisque c'est toujours supposé derrière, moi, pour moi, ils ne sont pas blancs comme ça. Je ne leur donne pas une virginité. Ça ne me gêne pas qu'ils blasphèment jusqu'à tomber en poussière de blasphème. Et ils seront à même de recevoir la monnaie de leurs pièces. Mais quelle misère! Quelle misère! C'est comme en Tunisie. Les gens demandent du travail, demandent une amélioration de leurs conditions matérielles de vie. Ils demandent que soit améliorée l'école, la santé, la justice, pratiquement tout. Et on leur demande du cul des femmes qu'il doit être enfermé, caché, montré à l'œil. C'est-à-dire une déviation délirante des débats qui s'attaquent à quoi? À la source même des sociétés, c'est-à-dire aux femmes. Dès qu'on opprime les femmes, toute la société est foutue. Alors, c'est un symptôme. À ce moment-là, il faudrait se balader avec un stéthoscope social et dire, bon, il y a le cœur qui ne va pas là. Là, quand on parle de liberté, c'est comme lorsqu'on parle d'amour.
on parle du manque cruel de cela. C'est-à-dire qu'il y a, au théâtre, on dit qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, c'est-à-dire il faut convoquer la métaphore et l'allégorie. C'est vraiment triste de voir que sous des prétextes aussi grotesques que l'opportunisme de faire danser des gens qui ne demandent que, on leur tape dans les bras et se mettent à danser. Alors, il a suffi qu'un navet qui dormait dans les tiroirs depuis des mois soit exhibé comme manipulation par une chaîne intégriste musulmane. C'est ça la perversion de la chose. Ce sont des intégristes, des fanatiques musulmans qui ont sorti ça pour dire « Regardez ce qu'ils font de notre prophète ». Ils en font n'importe quoi, un charlot, débile. Bon. Du coup, ça fait une publicité fabuleuse pour le film. Tous les défenseurs de la liberté de France, de Navarre, d'Amérique se disent « Ah bon, ça les met en colère. Allez, j'appuie sur le champignon et je vais les sortir de leur gond encore et encore. » Comme ça, ils ne s'occuperont pas de leurs despotes et de leurs problèmes. Ils danseront, ils seront plus ridicules encore. Bon, c'est ça. C'est la capacité de faire danser les cons. Alors, entre cons, vive la danse. C'est le bal des cons. Et on sort, des intégristes barbus sortent ce film qui traînait et qui serait passé dans les oubliettes de l'histoire. On le diffuse et ça se met à danser du fin fond de l'archipel d'Indonésie jusqu'aux musulmans, aux minorités en Pologne, jusqu'à ceux qui traînent leurs guêtres, qui n'ont jamais appris une sourate de Coran. À ce moment-là, ils se sentent musulmans et ils vont chercher quelqu'un à qui on peut casser la figure, pour peu qu'il porte une kippa ou qu'il a l'air un peu chrétien. Non. Ça, j'appelle ça une régression. Allez, c'est la décadence, encore, la décadence des aristocrates, c'est les partous, les orgies, la vie, quoi. Mais ça, c'est une régression de la merde. C'est une régression scatologique. Provoquée, mise en scène, encouragée, et ça fait partie des agressions qui nous agressent, non pas seulement en tant que musulmans, qui nous agressent tous en tant qu'humains, tout simplement. Je ne fais pas la différence. Pour moi, les musulmans, ce n'est pas différent de ceux qui n'ont pas de religion. Et alors, c'est quoi ça? C'est de la tolérance? Ben non. Non, ce n'est pas de la tolérance. C'est une compréhension minimale d'un monde vivable. C'est tout, d'un monde fraternel, d'un monde convivial. Moi, je n'ai jamais obligé personne. René, ai-je jamais essayé de te convertir à l'islam? Non, non, c'est une idée. Mais bon, et bien alors, je te remercie infiniment. Nous avons une demi-heure. Et il faudrait voir parmi... je voudrais, avant de vous laisser quand même la parole davantage, mais il faudrait voir dans les programmations, parce que ce séminaire doit être fait chaque fois, tous les 15 jours, avec un intervenant. Bon, j'ai dit que nous avons des intervenants préparés, donc momentanément, le 18 octobre, tous les 15 jours, ça nous donnerait le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, donc c'est encore une fête religieuse. Mais on suit les fêtes religieuses, tant mieux, parce que les fêtes religieuses sont fériées, donc ça donne des jours de congé, et peut-être d'ailleurs qu'une des causes de l'échec de la déchristianisation au moment de la Révolution française, c'est-à-dire à partir de 93, de 92, au moment où on a appliqué la nouvelle forme du calendrier républicain, comme les semaines étaient de 10 jours et qu'il y avait des décadis, qu'on avait un jour de congé le dimanche qu'une fois tous les 10 jours et non pas tous les 7, et qu'on avait supprimé les fêtes religieuses tout en les remplaçant par des fêtes civiles, mais qui étaient moins nombreuses,
ça a été une des causes également de la désaffection de la révolution, du régime républicain. Donc gardons-nous de mépriser les fêtes religieuses. Là, c'est le 1er novembre, c'est un jour de la Toussaint, donc on remet à 8 jours, et ça nous donne le 8 novembre, et non pas le 1er. Ce qui nous force à traiter 8 et 7, 15 et 7, 22, le 22 novembre. Ça nous donne ensuite le 6 décembre. Or, le 6 décembre, oh, c'est très bien, nous n'avons pas... Oh, c'est très beau, je vais regarder. Le 6 décembre, nous n'avons personne. J'ai mis à pourvoir. Dans ces à pourvoir, il y a quelqu'un qui pourrait, s'il veut, ou alors je prendrai, moi de toute façon, là où il y a des vides, s'il y en a, je remplirai moi-même, mais si le 6 décembre, il y a quelqu'un qui se trouverait en veine de faire une intervention, il pourrait la faire. S'il y a quelqu'un qui, sur le mode très libre des interventions, c'est-à-dire je tiens surtout à ce que ces interventions, je ne dis pas ne soient pas préparées, si, mais ne soient pas fignolées. C'est-à-dire les interventions, c'est apporter au fond une documentation, une idée, même si vous n'avez pas à l'exposer, la possibilité de l'exposer d'une façon tout à fait complète, je verrai fort volontiers cette intervention. Ben ça, toi, tu pourrais présenter ta thèse. Puisque ta thèse... Rappelle ton nom. Si? Ah bon, mon nom? Oui. Ah bon. Liliane Gonzalez. Et ma thèse, elle s'appelle Une dimension thérapeutique de l'art, mais c'est une approche au pouvoir transformateur. C'est une analyse à propos surtout de la capacité transformatrice de l'art. C'est ça, donc c'est intéressant ça. D'après une vision esthétique, je pense qu'il y a des choses à comprendre. C'est moins médical que... Non, c'est pas médical, voilà, je pense esthétique. Je pense que peut-être on peut trouver quelques liaisons dans le cadre. Vous n'avez pas votre carnet, là? Mon carnet, qu'est-ce que vous en avez fait de mon carnet? J'ai fait passer mon carnet, et vous n'êtes pas écrit. Le cahier, tout le monde s'est écrit sur ce carnet. La tiene, la tiene. Vous êtes inscrit? Non. ¿Todavía no? No. Hablas con él. Union Prado, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est pas Non, l'éducation. c'est une dimension thérapeutique de l'art, d'après une vision esthétique. Liliane Gonzalez, Ah, quel honneur. eh bien oui, c'est ça. Je mettrai le 6 décembre, Liliane Gonzalez, tu n'aurais qu'à lire le résumé de ta thèse. Ouais, c'est un défi, hein, c'est bon. Bien sûr. C'est ça, parce que comme la dimension, je crois que la dimension thérapeutique de l'art, c'est très intéressant. Oui, je Parce pense qu'on peut également parler de la dimension pédagogique ou autre, c'est ça. On peut à ce propos-là aborder beaucoup. Tu dirais quels sont les auteurs et que tu... surtout, c'est Guattari. Ça va assez dans le sens d'ailleurs également de la philosophie dont je parlais, ce transcendantalisme américain, parce que il y a une conception, une philosophie pratique de l'art qui donne chez Emerson et chez ceux qui l'ont suivi une utilisation de l'art qui n'est pas simplement une idée de la consommation de l'œuvre d'art, mais en même temps d'insertion de l'œuvre d'art dans la vie, qui est très, très en liaison
avec cette idée. On fait référence aussi au, Oui. ce qu'on Je ne sais appelle pas. ce que vous avez dit, l'écosophie de Guattari. C'est ça. On parle un peu de la vision esthétique. Tu en as parlé de ça? Un petit peu, oui. Eh bien, c'est ça. Dans la recherche. Non, mais je veux dire, tu as parlé de la philosophie transcendantale Je d'Emerson. parle un peu de la vision plutôt esthétique, Du transcendantal. esthétisation Enfin, de la vie on pourrait en de parler Guattari. d'autre part. Oui, oui. De Guattari. Oui, ça serait très intéressant. Je pense qu'on pourrait chercher des points en commun. Eh bien, je te mets alors Liliane Gonzalez, la dimension thérapeutique de l'art. Ça nous mène maintenant au 10 janvier. Au 10 janvier, reprise. Et là, je compléterai un petit peu sur la base de ce que j'ai exposé aujourd'hui pour apporter un certain nombre d'enrichissements à cette idée, à cette philosophie de la vie, dans cette liaison avec le transcendantalisme. Professeur, excusez-moi. Est-ce que vous restez des feuilles? Mais le 24 janvier, c'est ça, parce que j'avais dit, sont prévues les participations de Thierry Briot. Et oui, parce que Thierry Briot, malheureusement, ça fait un temps infini qu'il me promet, ça fait peut-être 1 an, et qu'il avait des idées très intéressantes, c'est un artiste lui-même et qui a des conceptions très particulières sur... c'est un déridien, puisque c'était un élève de Derrida, sur l'art. Donc j'aimerais bien l'entendre, mais s'il n'est pas là, il faudra que nous prévoyions quelqu'un, Romain Charnel, et quelqu'un également qu'on avait entendu qui est très intéressant. La seule chose que j'ai ensuite, c'est, mais ça nous mène un peu loin, le 7 mars, Paulette Kaiser sur Théodore Adorno, puis ensuite le portugais Carlos França, Modernité et déconstruction. Il a fait un gros livre en portugais, mais il parle français, je pense. Ensuite, il y a Nathalie Perrin qui n'est pas là. Il y a Djemel qui veut toujours, qui dit toujours qu'il va parler, mais je ne sais pas où il est. Donc Bernd Lefeld, qui est un Allemand, spécialiste de Binswanger, qui est également un spécialiste très connu aussi d'une thérapie, mais aussi d'une thérapie en liaison avec l'existence, avec les ouvertures sur des formes nouvelles de vie, etc. Donc je crois que ça serait intéressant. Mais tout ça, c'est pourvu qu'il y ait une certaine continuité, je ne peux pas dire une assiduité, parce que je n'ose pas imposer des assiduités, mais si ça vous intéresse, j'aimerais bien justement qu'il y ait une participation un peu accentuée et que vous puissiez trouver le moyen d'exprimer, même si c'est sous une forme raccourcie, d'exprimer un petit peu des choses que vous avez à exprimer. Maintenant, alors, j'en viens. Je signale l'existence d'un texte qui m'avait intéressé, qui est aussi un petit peu en relation avec ce que nous faisons, et qui est un texte qui avait paru dans Le Monde, dans les débats du Monde, le dimanche 30 septembre, de Judith Butler. Judith Butler, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une féministe, qui est une philosophe américaine. Peut-être est-elle inspirée, d'ailleurs, je ne sais pas de quelle philosophie elle s'inspire, mais elle est surtout féministe, et c'est elle qui avait travaillé sur une notion contemporaine, qui est la fameuse notion qui a introduit le mot de genre dans les problèmes de
l'homosexualité, en particulier, soit féminine, soit masculine. Je n'ai jamais compris très bien ce que ça pouvait vouloir dire, mais quoi qu'il en soit, maintenant, on ne parle plus de sexe, on parle de genre. Philosophe, voilà ce que disait Le Monde, philosophe américaine, professeur de littérature comparée à l'Université de Californie à Berkeley. Féministe qui a promu dans ses nombreux travaux la notion de genre. Elle soutient des positions antisionistes sur le conflit israélo-palestinien, d'où la polémique qui a entouré le fait qu'on lui attribue le prix Adorno le 11 septembre. Qu'on lui a attribué, je pense, non, qu'on lui attribue. Mais c'est le 30. Ah, mais c'est ça. Le prix Adorno, le 11 septembre à Francfort. Le dernier qui avait eu ce fameux prix Adorno, c'était Jacques Derrida, juste avant sa mort, à Francfort, en Allemagne, Francfort-sur-le-Main. Ce texte est une version raccourcie et il s'appelle Une morale. Oh, bon, ce n'est pas ça retient, ça exprime des idées qui ne sont pas du tout éloignées de celles que nous avions prises en compte ici, mais autour du terme de morale que j'évite d'utiliser, étant donné que plutôt nous nous recommandons, enfin nous, tout au moins l'orientation de ce séminaire se recommande de l'immoralisme de Nietzsche, nous autres immoralistes, qui signifie pas exactement le mot d'immoral dans le sens ordinaire courant du terme, mais un peu dans le sens pascalien de la vraie morale se moque de la morale, ou dans le sens de par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire d'une transversion, une transmutation des valeurs, une morale pourtant précaire. L'action, je lis juste ceci, l'action concertée qui caractérise la résistance, c'est ça, la morale des temps précaires, c'est une morale de résistance. Je pense qu'elle utilise cette expression en relation un peu avec le concept qu'avait créé Deleuze et qu'avait retenu également Foucault de ce point de vue-là. La résistance doit entraîner une nouvelle manière de vivre, une vie plus vivable, s'opposant à la distribution différentielle de la précarité. Alors les actes de résistance diront non à une manière de vivre dans le même temps où ils diront oui à une autre. Et si nous en revenons alors à notre question de départ, comment pourrait-on mener une vie bonne dans une vie mauvaise? C'est ça, parce qu'elle partait de Adorno, qui avait été un petit peu aussi mon point de départ l'année dernière, La vie mutilée, qu'il a écrit avec Horkheimer. Or, la vie contemporaine, de part et d'autre, est une vie mutilée. Donc, comment faire que l'on mène dans une vie mutilée une vie bonne ou une vie meilleure? Comment pourrait-on mener une vie bonne dans une vie mauvaise? Nous pouvons repenser cette question morale à la lumière des conditions sociales et politiques sans tirer un trait se faisant sur l'importance morale de la question. C'est ça, c'est une notion de résistance à un certain nombre de fausses valeurs ou de résistance à des contraintes, etc. C'est-à-dire, au fond, c'est un peu ce que l'on peut voir avec surtout
bien qu'elle ne le cite pas, je pense de cette prise de distance à l'égard de la morale conventionnelle telle qu'elle est indiquée chez Nietzsche ou chez Emerson, dont on venait de parler. Bon, et bien alors, je vois qu'il y a des gens qui partent, y compris Liliane Gonzalez, retiennent donc ton idée, et je vous donne donc, puisque le temps qui nous est imparti est terminé, de 2h30, je vous donne rendez-vous avec Christian Dutheil, qui est très intéressant. D'ailleurs, vous verrez sur Benjamin le 8 novembre, après l'interruption de la Toussaint. Merci. Alors, quand la barbe d'un jeune homme, ah oui, là, ça c'est quand ces barbes immenses, c'est difficile à porter d'ailleurs. C'est affreux. Ça c'est une provocation.